Au cœur du Cameroun, une loi continue de faire débat, de diviser et de bouleverser les vies. Adopté en 2016, l'article 347-1 du Code pénal criminalise les rapports homosexuels entre adultes consentants. La peine encourue, de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement, assortie d'une amende allant de 20 000 à 200 000 francs CFA. Pour les autorités, cette disposition s'inscrit dans le respect des valeurs sociales et morales. Pour d'autres, elle représente une atteinte aux droits fondamentaux, une source de peur, de stigmatisation et d'injustice. Dans ce documentaire, nous allons explorer les origines de cette loi, ses conséquences sur les vies humaines et les voix qui s'élèvent pour la remettre en question. Pour comprendre cette loi, il faut remonter aux codes pénaux hérités de l'administration coloniale, où l'homosexualité était déjà criminalisée. Mais son maintien dans le droit moderne camerounais interroge. Est-ce une volonté de préserver des valeurs traditionnelles ou une résistance à l'évolution des droits humains? Cette disposition ne distingue ni conteste, ni consentement, ni vie privée. Elle érige l'orientation sexuelle en délit et ouvre la porte à des interprétations arbitraires, des arrestations ciblées et des procès souvent sans preuve tangible. Je suis Joachim Tetmen, je suis psychologue et spécialiste en droits humains et en questions de genre. La pénalisation des relations consenties entre personnes adultes de même sexe au Cameroun date de 1972. Je suis Nickel Kamen Liwandi, je suis activiste et défenseur des droits humains depuis 2012 et actuellement directeur exécutif de la CAMFED de Yaoundé. S'il s'agit de la genèse de la loi 347, nous savions que c'est une lubie de 1972 ramenée au retour d'un sommet arabo-musulman où le président Ahidjo a participé. Et nous espérions qu'après les années 90 et l'ouverture à la démocratie, certaines lois absurdes, qu'on juge absurdes, seraient abandonnées. Mais au détour d'un vote nocturne, on va dire ça comme ça, et tardif, on a pris l'adoption en 2016 de cette loi. Et c'est avec beaucoup de stupéfaction que nous avons appris que cette loi avait été portée à l'attention des députés et qu'elle avait été validée et votée et entérinée, et faisant partie désormais de notre dispositif juridico-judiciaire. I am Kwai Hamlet, the Executive Director of Work for Wellbeing, which is a community-based organization that is based here in Cameroon. And today we are making a reflection to the Article 347/1 on its 10 years of existence. And before I proceed in talking more about this article, I will talk about the genesis of the law itself, how it came about, which was first of all an ordinance that was being emitted by the President of the Republic to the Parliament, which later on became law. But how did this article become law? It was after a bigger fight from activists who have been working time and again to remind the President of his hands as the executive within the judiciary and other parts of system of the government. Ever since the existence of this law in 2016, it is a result of a work that is coming from activists. Yes, that's not what we wanted, but at least it did show to us that the president was actually violating his executive power by getting to the judiciary in one or another, to the legislative powers. So even though it came as a law and then from the ordinance to a law, it did not come with the positive news as we were expecting. It came in a negative way, which was like now being it not from just talking but criminalizing on the basis of the law itself. So far, this law has not just been the law also being talked about, and when it came to us as a civil society to deliberate before it was voted to law in 2016, we never had a conversation on it like 2006, like civil society organizations or members or activists to talk and also put our inputs in it. And this had to result to a place whereby the law was actually voted and it was instated and started going into implementation from that moment. So if we ask ourselves today, from that moment to now, what has been the impact of this law? The impact has been really, really catastrophic. First is that the law that was voted
at no time did the government put itself in the place of the citizen to go to the field and explain to them the good interpretation of the law, which has resolved so many times in multiple arrests that is violating the law itself. Because when you read the law it is specific. That Article 47/1 is very specific on talking about the act. But in most of the cases we have documented or seen or tried to help in these different police stations or gendarmeries has always been in a situation whereby they're telling them about the hurt, that this person could be like that. So this law has always been abused. They've used it wrongfully, and people have suffered from it, from prejudice, discrimination, hate, attack, and violence. Because at most of the time when we're documenting cases coming from victims, it was always like when we asked those who were like the attackers what happened, they would tell us that the law criminalizes this act, but without knowing that the law stipulates that it's criminalizing people who have engaged in sexual, like same-sex sexual activities that has been stated or seen by someone that's legitimate to do like prove it that this thing has happened. Peggy Ngange, je me nomme. Je suis féministe, activiste, militante des droits humains. Je suis responsable de l'association El Cameroun, basée à Douala. Le siège social est à Douala. Et nous avons pour mission de militer pour le bien-être, les droits humains des femmes en particulier. Et aujourd'hui, je m'attarde sur quelque chose qui nous a fait d'un côté du tort et d'un côté beaucoup de bien, de savoir que le travail que nous faisions avançait. Sauf que dans ce combat, malheureusement, nous avons abouti en 2016 à une loi formelle. Ça veut dire que nous sommes quittés d'articles, d'ordonnances à loi. Depuis son adoption, l'article 347-1 du Code pénal camerounais agit comme une ombre silencieuse sur une partie de la population. Au-delà des tests, cette loi façonne les comportements, alimente la peur et fragilise le tissu social. Dans les quartiers, les écoles, les familles, elle nourrit des préjugés et légitime les discriminations. Être perçu comme homosexuel suffit parfois à être rejeté, agressé ou dénoncé. La loi devient alors un outil de stigmatisation, bien plus qu'un instrument de justice. C'est qu'il a fallu attendre 1997 pour qu'une personne puisse être poursuivie sur la base de cet article. En 2005, il y a eu une vague de débat sur la question de l'homosexualité au Cameroun est devenu de plus en plus violent. Et à partir de ce moment-là, les activistes y ont aussi vu l'opportunité de faire porter une voix autre que celle de l'homophobie. Et ils ont commencé à attaquer la légalité de cet article 347 bis. L'argument principal étant que cet article n'avait pas été voté par le Parlement, qui, depuis 1996, est censé être l'institution qui statue sur les lois en matière pénale. Or, cette loi-là, n'ayant pas été votée par le Parlement, sa légalité s'en trouvait compromise. Voilà, moi c'est Sandrine Até, connue sous le sobriquet de Sanat, activiste communautaire depuis une dizaine d'années. Je suis responsable de l'association AVAF, qui est l'association pour la valorisation des LBQ au Cameroun, qui a exactement 10 ans d'existence cette année. Voilà, AVAF milite pour le bien-être, la santé sexuelle et reproductive des femmes LBQ et leur santé mentale. Elle milite également pour leur autonomisation sociale et économique. AVAF a pris connaissance de l'article 347 bis lors des échanges organisés par une organisation à base communautaire, si je peux la citer, Affirmative Action, qui avait organisé un forum d'échange avec les leaders communautaires pour que nous puissions en débattre. Et il s'agissait là de parler naturellement
pas surprise vu qu'il y avait déjà des débats en lien avec l'homosexualité au Cameroun qui perdure. Donc du coup, je n'étais pas surprise, mais j'étais plutôt effrayée et j'avais peur non seulement pour moi-même, mais pour ma communauté, parce que là, j'ai pensé tout de suite que c'était une ouverture qu'on donnait là aux homophobes d'agir comme bon leur semble. Donc, c'était un peu dans cet état d'esprit où j'étais et je me disais comment on va faire pour continuer à encadrer nos différents bénéficiaires, étant donné que nous, qui sommes en avant, nous sommes d'abord les premières cibles que les homophobes ciblent. Depuis les années 96 à aujourd'hui, on a eu beaucoup d'impact sur différents aspects de la vie des communautés concernées. Il y a eu la réduction à l'espace civique, il y a eu beaucoup de difficultés d'accès aux services sociaux de base, l'éducation, la santé, le logement notamment, beaucoup de logements. Et cela a eu un impact considérable sur la détérioration des conditions de vie de ces populations. Nous autres organisations qui travaillons également pour ces communautés, on a une épée de Damoclès au-dessus de nous. Et ce qui est bien, c'est que même dans cet article que nous, aujourd'hui, on déplore, il est clairement dit flagrant délit. Or, nous sommes toujours condamnés pour suspicion et tout. On n'a jamais fait le flagrant délit, c'est très rare, malheureusement. Alors, quand survient cette bombe en 2016, on comprend qu'on a travaillé, même si ça a mal tourné, mais ça veut dire qu'on a travaillé. Les conséquences sont multiples. Jeunes en rupture familiale, personnes contraintes à l'exil, vie brisée par les arrestations arbitraires. Les témoignages se ressemblent, silence, honte, isolement. Je suis M. Vati Ulrich, directeur exécutif de Humanity First Cameroun Plus, qui est une organisation, qui est une association de lutte contre le VIH existante depuis 2010 et enregistrée depuis 2010 dans la préfecture. Humanity First Cameroun est une organisation qui s'occupe spécifiquement des populations clés du Cameroun, notamment les hommes ayant de la sexuelle avec les hommes, les populations usagers de drogue. On a été très choqués parce que tout de suite on s'est dit, bah, ça va, non seulement les gens iront en prison, mais également ça donnera libre accès à toute la population camerounaise et à la culture même, de pouvoir criminaliser à ciel ouvert et de même faire tout ce qui est à caractère négatif et à caractère discriminatoire et stigmatisant pour les populations clés. Quand je dis ça, je parle des agressions physiques qui, peut-être avec le temps, aujourd'hui ça a baissé, mais à l'époque, on avait beaucoup peur de ça et avec raison, parce qu'on a enregistré beaucoup de cas d'agressions physiques. Tout ce qui est violence basée sur le genre, des gens qu'on tabassait, des arrestations arbitraires, sur des faits supposés ou avérés même d'homosexualité. Et aussi, en tant qu'organisation, on a été très stupéfaits et on était sur nos gardes parce que pour une organisation comme la nôtre, ce qui devait venir après cette loi-là, après la promulgation de cette loi, c'était la fermeture exclusive et directe. Voilà, et si on fermait des structures comme les nôtres, des centaines et des milliers de personnes vivant avec le VIH issus de la communauté devaient mourir. Juridiquement parlant, on devait continuer d'enregistrer des personnes qui vont en prison pour des cas, comme je disais tout à l'heure, supposés ou avérés, et personne pour les défendre, entre guillemets. Et socialement, on a enregistré des personnes qui devaient être exclues des domiciles familiaux, qui devaient subir, comment on appelle ça, les exorcismes forcés, des fouilles anales forcées, et tout ce qui va avec. Donc, c'est un peu ce goût amer qui nous est resté lorsqu'on a eu connaissance de cette loi-là. D'autre part, les activistes ont trouvé que cet article violait la plupart des dispositions en droits humains reconnues par le Cameroun, déjà de par sa constitution, mais aussi de par les traités et les conventions internationales que le Cameroun a dûment ratifiées. Donc les activistes ont trouvé que c'était un article qui violait le principe d'égalité, de non-discrimination, et dans son application menait à des dérives qui pouvaient remettre en question la notion de présomption d'innocence
Et bien sûr, plus grave, cet article conduisait à beaucoup de problèmes liés à la santé publique, notamment d'une part le VIH-Sida. Dans les milieux professionnels, la peur d'être identifié comme homosexuel pousse certains à vivre dans le mensonge, à renoncer à des opportunités, à se censurer. La loi crée un climat d'insécurité morale où l'intimité devient un danger. Et dans la société civile, les voix qui se lèvent pour dénoncer cette loi sont rares, souvent étouffées. Car parler d'homosexualité, c'est risquer l'opprobre, voire l'accusation. Et vous vous rappelez du procès médiatique de Shakira et Patricia. Elles sont condamnées, en fait, elles sont arrêtées pour homosexualité. Parce que Shakira, en tant qu'égérie d'une marque, est en train de se faire des photos avec sa copine. C'est normal. Tout comme aujourd'hui, on a des influenceuses qui font des trucs de marque. On les arrête parce qu'on dit qu'elles sont travesties, elles sont habillées en femmes. Et de là, on se retrouve à une condamnation pour homosexualité. Je ne sais pas à quel niveau ce code pénal, en fait, cette loi a dit qu'on doit arrêter des personnes sur le faciès ou encore sur sa façon d'être habillée ou quoi que ce soit. Mais ça nous a encore démontré une fois de plus que nous n'étions pas. Nous n'étions pas au bout de nos surprises. Nous sommes là dans les années 2021. Nous avons beaucoup d'autres problèmes sérieux. Ça devient un problème de santé publique parce que, comme nous l'avons dit, la lutte contre le VIH-Sida est lourdement freinée lorsqu'elle n'intègre pas les dimensions de droits humains. Et puis, les problèmes liés à la santé mentale dont je parlais tout à l'heure. Parce que les situations de discrimination et de violence ont pour effet d'amplifier ce genre de problèmes qui ne font qu'augmenter la quantité de problèmes que la société aura tôt ou tard à résoudre. Donc, ça épuise les ressources et ça éloigne la perspective pour les citoyens et les citoyennes camerounais de vivre dans un état de droit, dans une société inclusive et démocratique. L'article 347-1 ne se contente pas de punir. Il divise, il exclut, il blesse. Et dans ce climat, c'est toute une société qui se prive de débat, de compréhension et d'humanité. So on this basis, I've been very negative and people have continued to misinterpret the law, which you already know that in different contexts, this same law violates the constitution in one way or another, which the constitution is a guarantor to protect every Cameroonian without discrimination or hate or whatever, based on their race, their origin or whatever, or their beliefs. By doing this, we have not only seen this impact just from the society perspective, but we have seen the impact from also health situation, whereby these most at risk populations that are being criminalized by the penal code, over the law that we are talking about today, they face challenges maybe to go to the hospital, because most of them, when they have a specific kind of a sickness, thinking about going to these hospitals, they are also filled with the fear, that internal fear, would feel with the position whereby they think that they will be discriminated in one way or another, and sometimes some of them it leads to their death. This is something we should not be accepting. This is something we should not resonate with. This is something that we have always continued to stand at the right front line to fight it, and also advocate with the government. On this, there are perspectives we are also putting to the government to try to see. We are no more in the old century whereby things could happen like that. We should never forget, the government should never forget, that these laws are colonial laws that were imported. Cameroonians at birth by father and mother, people who have been born in Cameroon. I don't think they were imported. It's something that was imported that is criminalizing them. And this should not be happening where we have a constitution that guarantees the right of every person in a more balanced and equal way. And each time they use this law to violate these rights of this person, it becomes one step backward. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, on a observé beaucoup de cas de violation. Beaucoup de cas de violence. Quand je parle de violation, c'est vraiment tout ce qui est en accord avec les personnes du gouvernement. Quand je parle de ça, c'est les forces des armées, de l'ordre, tout ce qui va avec. On a enregistré beaucoup de cas d'arrestation arbitraire. Parce qu'à ce moment, c'était à chaud.
Et donc, les personnes qu'on voyait dans les quartiers qui marchaient, qui étaient soit efféminées, soit très masculines, soit même masculées, étaient très souvent arrêtées avec aucune preuve. Hormis ça, on a enregistré beaucoup de rejets familiaux. Beaucoup de rejets familiaux, il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de jeunes même qui ont été rejetés, qui ont été abandonnés à eux-mêmes dans la rue, qui erraient dans la rue, du fait que quelqu'un soit venu dire par exemple qu'il est homosexuel. Hormis ça, on a enregistré beaucoup d'exorcismes forcés qui ont créé des traumatismes très néfastes sur les personnes jusqu'aujourd'hui. Vous vous imaginez quand on dit à un enfant que tu es homosexuel, c'est le démon de l'homosexualité, il faut qu'on t'amène chez un prêtre ou un exorciste pour te délivrer. Et figurez-vous que ces séances d'exorcisme-là n'étaient pas des exorcismes dont on connaît, enfin, comme on connaît. C'était vraiment délivrer le démon et pour ça, il fallait emprisonner des gens, il fallait les torturer à la limite. Donc, on a enregistré des cas comme ça. Aussi, on a enregistré des personnes, pour des familles, je vais dire entre guillemets assez clémentes, qui amenaient seulement les enfants dans les hôpitaux pour vérifier d'abord leur homosexualité. Et ça passe par une fouille anale. Vous imaginez pour un garçon, homosexuel ou pas, c'est très désagréable de se faire fouiller la zone anale sans son consentement, bien sûr. Hormis ça, socialement aussi, on a enregistré beaucoup de cas d'agression intracommunautaire. Je parle de ça parce que il fallait que chacun se défende. Et donc, toutes les personnes qui se connaissaient entre elles à l'époque, comme étant la communauté LGBT, avaient tendance à faire une sorte de bras de fer entre elles, pour ne pas que d'un jour ou l'autre, le secret sorte. Donc, il y a eu ça également. Au-delà des tribunaux et des cellules, la loi 347-1 laisse des traces invisibles, mais profondes, celles qui affectent la santé physique et mentale des personnes concernées. L'article 347.1 et plus généralement les actes homophobes ou bien la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle, des caractéristiques sexuelles et de l'identité de genre a, nous l'avons évoqué tout à l'heure, beaucoup de conséquences néfastes au niveau de la santé. Je reviens d'abord sur la question du VIH. La prévalence parmi les personnes, les hommes qui ont des rapports avec d'autres hommes est 10 à 20 fois plus grande que celle de la société en général. Mais d'un point de vue psychologique, les problèmes d'observance ou de compliance au traitement peuvent être freinés ou bien peuvent être inhibés par l'état psychologique de la personne. Si la personne est victime de discrimination ou pire de violence, on sait que la personne aura du mal à se sentir assez bien pour prendre les traitements. Et puis, il y a une question philosophique qu'on peut se poser. À quoi bon soigner quelqu'un si la personne va retourner dans un contexte où elle est victime de violences chaque jour? Dans cette situation-là, un activiste avait remarqué que beaucoup de personnes vivant avec le VIH et étant LGBT considéraient qu'il n'y avait pas de différence entre mourir de VIH et mourir de haine. La peur d'être arrêté, rejeté ou humilié pousse de nombreux Camerounais à vivre dans le secret. Ce silence imposé devient un obstacle majeur à l'accès aux soins, notamment en matière de santé sexuelle et reproductive. Les personnes LGBTQ+, évitent les centres de santé, redoutent les questions intrusives, les jugements, voire les dénonciations. Certaines renoncent à se faire dépister, à suivre un traitement ou à parler librement à un médecin. En termes de santé, on a enregistré beaucoup de cas de nouvelles infections VIH. Pourquoi? Parce que je disais tout à l'heure, les personnes qui ont été rejetées, pour survivre, il fallait qu'elles fassent beaucoup de choses que je n'ai pas envie de citer ici, entre autres des rapports sexuels payés. Et vous savez, quand vous devez avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, en échange d'un paiement, c'est lui qui dicte les lois. Donc, si vous dit sans préservatif, vous devez manger, vous êtes obligé d'y aller comme ça. Si votre ami vous héberge et qu'à un moment vous lui plaisez et qu'il a envie d'avoir des rapports sexuels avec vous, soit vous libérez les choses, excusez-moi du terme, soit il vous met à la porte. Donc, on a enregistré beaucoup de cas de séropositivité comme ça,
On a enregistré beaucoup de cas. À l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'examens anal, à proprement parler, parce qu'on en parle aujourd'hui, les condylomes et tout ce qui va avec, les hémorroïdes même. Je ne peux pas vous dire statistiquement combien de cas se sont avérés. Ouais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ça, mais on pense qu'il y a eu également ces cas-là. Il y a eu beaucoup de cas de VIH, beaucoup de cas d'hépatite, beaucoup de cas de tuberculose, beaucoup de cas de toutes les maladies que vous connaissez qui sont sexuellement transmissibles ou alors transmissibles d'autres façons. En termes de santé également, on a observé une sorte de déclin d'une part du système de santé parce que à partir de ce moment-là, la prise en charge communautaire n'étant pas exclusive, il n'y avait pas ce volet comme il y a aujourd'hui dans les hôpitaux où quand des personnes issues de la communauté viennent, on les prend en charge de façon personnalisée. C'était tout à fait globalisant. Il y avait beaucoup de cas de discrimination dans les hôpitaux. C'est-à-dire vous arrivez du simple fait que vous soyez un peu efféminé, on vous dit des propos qui sont très blessants. À la limite même, on a reçu des cas d'hôpitaux qui demandaient aux patients de se repentir parce que c'était une punition divine du fait d'être homosexuel. Et vous voyez, en termes de santé aussi, ça a engendré beaucoup de problèmes de santé mentale. Ça, ce sont des choses qu'on se refuse à dire, mais effectivement, oui. Beaucoup de personnes ont enregistré des cas de santé mentale qu'elles n'ont pas peut-être traversé aujourd'hui, mais avec lesquels elles ont cheminé jusqu'à présent. En tant qu'organisation, l'organisation par contre a observé une augmentation de la fréquentation des personnes parce que ne faisant plus confiance en des hôpitaux et tout ça, il fallait un rempart qui était en ce moment-là les organisations. Donc, d'une part, les organisations ont vu une augmentation de la fréquentation de leur lieu, une confiance avérée vis-à-vis de leur communauté et ça a permis à ce que cette confiance-là et cette donnée-là puisse faire à ce qu'on fasse les activités et donc mobiliser encore plus de fonds pour pouvoir venir en aide à nos communautés. Les professionnels de santé eux-mêmes, pris entre leur éthique et la pression sociale, hésitent parfois à offrir un accompagnement adapté. La loi crée un climat de méfiance où le soin devient conditionné par la conformité. Les conséquences sont graves. Propagation du VIH, troubles anxieux, dépression, isolement. La santé mentale est fragilisée par la stigmatisation, le rejet familial et la peur constante d'être découvert. Dans ce contexte, les associations jouent un rôle vital. Elles offrent un espace d'écoute, de soins, de prévention. Mais leur action reste limitée, souvent entravée par le cadre légal et les menaces. La loi 347-1 ne protège pas la santé publique. Elle la met en péril, car une société qui exclut ne peut soigner. Et une loi qui condamne l'intimité condamne aussi le droit fondamental à la santé. Et que là, le goût de vivre devait être un préalable qui booste le goût de prendre le traitement. Donc ça, c'est déjà un problème sérieux en ce qui concerne la santé publique. Mais plus globalement encore, les Alternatives Cameroun en 2017 et 2019 ont documenté l'état de santé psychologique des personnes LGBT en croisant cela aussi avec les événements de violence et de discrimination pour remarquer que bon nombre d'entre eux, c'est-à-dire de façon beaucoup plus importante que dans la population générale, bon nombre d'entre eux avaient été diagnostiqués d'un problème psychologique grave dû aux actes homophobes, non pas dû à qui ils étaient, non pas dû à leur identité. Parmi ces problèmes, nous avons remarqué une prévalence très importante de dépression, une addiction aux substances et un niveau important d'anxiété et d'estime de soi. Donc, tous ces problèmes ont d'autres conséquences parce que l'intégration dans la société
peut être freiné. On peut avoir la multiplication des comportements, je peux dire des comportements à risque. Là encore, on revient dans le VIH avec ce que cela pourrait occasionner. Oui, on les prenait en charge, on a continué à les prendre en charge. Sauf que les propos étaient vraiment plus accentués au niveau de ces personnes-là. Et l'impact que les hôpitaux ont dû subir, ça, je le dis, mais je n'ai pas de statistiques là-dessus, c'est vraiment une réduction drastique de la fréquentation des hôpitaux. Et qui parle de réduction drastique parle de réduction des frais d'hôpitaux. Et donc, le personnel devait forcément être mal payé. Ça, je le dis, je n'ai pas de statistiques là-dessus, mais en réalité, c'est ça, parce que quelqu'un qui va à l'hôpital et qui se fait rabâcher du fait qu'il soit peut-être féminin ou autre chose, il n'ira plus. Il va plutôt venir dans les OBC. Les hôpitaux ont subi beaucoup de réductions en termes de fréquentation des hôpitaux, chose qui, j'ai envie de dire, en ce moment-là, les arrangeait, parce que, oui, ils auraient préféré avoir une réduction du personnel, enfin pas du personnel, de la fréquentation de leur lieu, que d'avoir des personnes issues des communautés homosexuelles venant dans leur lieu, parce qu'ils ne voulaient pas du tout s'en occuper. Il y a eu même des cas d'infirmières ou bien de personnes traitant des personnes avec le VIH qui ont catégoriquement refusé de prendre en charge des personnes avec le VIH issues de la communauté LGBT. Pour ces cas-là, je crois que ce n'est qu'à partir de 2020 qu'on a commencé à avoir des impacts sur ces personnes-là, parce que avec les plaidoyers que nous faisions, dès lors, les fouilles ont commencé à être observés à partir de 2020, où on a expulsé des personnes des hôpitaux et toute autre chose, des hôpitaux qui ont été mis en quelque sorte sous embargo par des projets internationaux, du fait de simplement ces actes-là. Donc les hôpitaux aussi n'ont pas été ont perdu dans un sens également. Dans les tribunaux camerounais, l'article 347-1 du Code pénal soulève des questions fondamentales sur l'équité, la preuve et la mission même de la justice. En théorie, la loi vise à sanctionner des actes. En pratique, elle punit des identités. Les procès liés à l'homosexualité sont souvent déclenchés par des dénonciations anonymes, des soupçons ou des comportements jugés non conformes, rarement par des faits avérés. 2022, malheureusement ou heureusement, la sextape d'une ancienne footballeuse camerounaise, Galen Ganamut, est sur le web. Et là, toutes les personnes masculines sont appelées Nganamut dans la rue, elles sont stigmatisées, elles sont violentées, elles sont tout ce qui va avec. L'État ne dit rien une fois de plus. Pendant que nous sommes condamnés, parce que des personnes au quartier décident que nous n'avons pas droit à la vie, elle, nous, on attendait le retour. Elle est dans ce pays, elle vit dans ce pays, mais elle n'a jamais été inquiétée. On s'est dit encore, bon, ok, peut-être on va continuer à travailler. 2023, malheureusement aussi, il y a le ministre Berton qui annonce son arrivée au Cameroun et il n'y a pas eu peut-être une bonne compréhension, encore une bonne implication de la société civile pour dire comment est-ce que les choses devraient être faites. Et là, on a le ministre, le jeune Bala qui dit qu'il le déclare persona non grata. Et nous, pour avoir décidé de le recevoir, de discuter avec lui des problèmes qui nous minent justement depuis 2016 avec l'avenue de cette loi. Et voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve encore dans une autre spirale, au point où un concert donné par le Centre culturel français est annulé parce qu'on a dit concert pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Ils ont estimé que le genre réfère à l'homosexualité. Ils ont dû changer et dire contre les violences faites aux femmes pour que ça passe, ce concert. On a encore supporté. Mais malheureusement, en 2024, c'est la fille du président de la République qui se pavane sur les réseaux pour un gouvernant, comme disaient les Ivoiriens. Et là, la communauté, une fois de plus, éclaboussée. Nous payons le prix. Elle fait tout ce qu'elle fait et tout. Nous, on attend juste son retour au pays pour voir ce qui va être fait.
Rien ne lui a été fait. Elle est au pays, elle fait ce qu'elle peut faire, elle dit ce qu'elle peut dire. Mais malheureusement, nous sommes condamnés. On a 3 personnes à la prison centrale de Nebel, 3 femmes, parce que nous travaillons exclusivement avec les femmes biologiques. 3 femmes qui sont condamnées pour homosexualité. La prison centrale de Nebel, qui n'ont pas été prises en flagrant délit, qui n'ont rien fait dans le terme ou alors dans l'explication de cette loi pour être là-bas. Alors aujourd'hui, mon sentiment par rapport à cette loi 10 ans après, c'est que nous sommes malheureusement, pour nous, de la basse classe, s'il faut le dire comme ça, c'est nous qui payons les pots cassés d'une loi qui aujourd'hui je qualifierais de fantaisiste. Parce qu'elle s'applique aux faibles. Elle s'applique aux faibles. Moi, je peux me retrouver en prison demain, même peut-être pour avoir fait cette vidéo. Je peux dire non, ce sont des personnes. Mais les personnes qui sont nantis, je vous dis, un ami est au pays. On va peut-être l'insulter sur les réseaux, on va dire tout ce qui va avec. Mais parfois l'escorter par la police camerounaise. C'est le contribuable camerounais qui dit non à ça, mais qui a fait fi, ou alors qui a fermé les yeux sur ça. Et grâce à elle, on a également eu un disque ciseaux. Aujourd'hui, on lance des mots ciseaux, machin et tout. Vous voyez à quel point on est dans un pays qui s'amuse avec des gens, surtout des personnes qui ne sont pas... L'État camerounais ne le considère pas comme des personnes. Parce que s'ils le considéraient, ils auraient aussi vu qu'à côté, il y a des personnes qui font des choses. C'est du 2 poids 2 mesures. Or, au Cameroun, le président l'a toujours dit, nul n'est au-dessus de la loi. Mais ils nous ont prouvé que tout le monde n'est pas au même point d'égalité en termes de loi au Cameroun. Depuis son adoption, l'article 347-1 du Code pénal camerounais cristallise les tensions entre tradition, religion et droits humains. Mais aujourd'hui, une question se pose. Cette loi a-t-elle un avenir inchangé ou est-elle appelée à évoluer? Sur le plan national, les débats restent timides. Peu de responsables politiques osent remettre en cause une disposition perçue comme conforme aux valeurs sociales. Pourtant, des voix s'élèvent. Des juristes, des militants, des citoyens dénoncent une loi qui stigmatise, divise et les principes fondamentaux d'égalité et de dignité. Ça aggrave les problèmes sociaux que l'on rencontre déjà dans la société. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des problèmes qu'on devra en plus résoudre. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est que on pense que c'est pas si grave, c'est pas bon, parce qu'après tout, bon, si on discrimine une petite partie de la société, bon, c'est pas si grave. Bon, je remarquerai déjà qu'il n'y a pas de quantité négligeable en matière d'humanité, pour reprendre les mots de l'abbé Pierre. Et d'un autre côté, lorsque la discrimination est exercée envers une partie de la population, toute la population finit tôt ou tard par en pâtir. Je relèverai peut-être juste 2 ou 3 impacts à ce moment-là. Il y a un problème sur le vivre ensemble. Lorsque une personne est discriminée, lorsqu'une personne est exclue uniquement sur la base de son identité, et que nous validons cette discrimination, nous créons une mauvaise habitude de nous rejeter les uns les autres uniquement sur la base de nos différences. Et ça freine la marche vers le vivre ensemble, en fait. Et d'un autre côté, finalement, on ne l'a peut-être pas assez remarqué, mais l'homophobie, ça coûte cher à l'État. C'est quelque chose pour laquelle il faut des ressources. Il faut par exemple financer des actes juridiques, il faut financer des poursuites judiciaires, il faut financer toute la communication, bien tous les efforts que la société ou que l'État déploie
pour mettre à l'écart une partie de la population, ça c'est autant de ressources qui sont dilapidées et qui auraient mieux servi à résoudre les problèmes sociaux rencontrés, non seulement par cette population, mais aussi par la population en général. D'un autre côté, nous passons à côté. Non seulement on dilapide des ressources qui auraient pu mieux servir, mais on se prive aussi des ressources ou bien de la contribution que cette population, aussi petite soit-elle, aurait pu apporter à la société générale. Parce que lorsqu'elles sont exclues, mises à l'écart, ça signifie qu'elles ne pourront plus efficacement contribuer de leur talent, de leur effort au développement de la société. Des organisations comme CAMFEIT et l'Observatoire national des droits des personnes LGBT multiplient les actions de plaidoyer. Elles documentent les abus, accompagnent les victimes et interpellent les institutions. Leur objectif, créer un environnement juridique plus juste, plus inclusif, plus respectueux des droits de chacun. Aujourd'hui, nous avons l'espoir de maintenir la pression avec le plaidoyer pour dire que cette loi ne respecte pas les engagements internationaux du Cameroun, tant sur le plan international, sur le plan régional. Nous voulons également faire comprendre que cette loi est une injustice flagrante qui empêche au Cameroun de jouir d'une image de pays d'accueil, de tolérance ou de vivre ensemble. Cette loi a des conséquences sur le plan économique parce que les grandes multinationales qui ont un personnel international ont du mal à s'installer au Cameroun parce qu'ils redoutent les conséquences de cette loi sur leur personnel qui peut être expatrié, et même la considération globale du Cameroun comme étant un État de droit, comme étant un État respectant ses engagements. À l'international, le Cameroun fait face à des pressions croissantes. Lors de l'examen périodique universel de l'ONU, plusieurs États ont recommandé l'abrogation ou la révision de l'article 347-1. Des ONG comme The Advocates for Human Rights appellent à une réforme urgente, soulignant les conséquences sanitaires, sociales et judiciaires de cette loi. Mais le changement ne viendra pas uniquement de l'extérieur. Il dépendra de la capacité des Camerounais à engager un dialogue serein, à dépasser les tabous et à reconnaître que la diversité n'est pas une menace, mais une richesse. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants pour pouvoir émerger, pour arriver à cette émergence 2035 que le président a prescrit. Alors s'il veut y arriver, qu'il dépénalise l'homosexualité. Et ces enfants reviendront investir au pays. On se plaint, il n'y a pas de travail, il n'y a pas si oui. Vous savez combien d'homosexuels peuvent pas revenir au Cameroun? Vous savez combien ont été arnaqués par des familles? Parce qu'ils estiment que, sachant qu'il ne peut pas revenir au pays, il envoie de l'argent, je veux construire un hôtel, il se fait arnaquer. Tu ne peux pas te plaindre. Parce que justement, entre guillemets, tu n'es pas dans la loi. Qu'est-ce que le Cameroun veut? De la production, quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? S'il faut sortir tous les homosexuels du Cameroun, vous êtes sûr qu'il en restera assez pour faire ce Cameroun? Cet article me fout en boule, mais ça a été important de savoir que 10 ans après, on a eu plein de condamnations, comme je le disais tout à l'heure. On a eu ce procès de Chakro, comme je le disais, qui aujourd'hui s'est exilé. Bon, Chakro a eu la chance. Les autres qui y sont, c'est quoi? C'est faute à malchance? Un pays comme le Cameroun, 2025, quand même. Nous sommes un grand pays, un pays d'intellectuels. Alors je les appelle à vraiment s'asseoir, réfléchir. À la société civile, qu'ils se joignent. Aujourd'hui, il n'y a que l'intersectionnalité pour parvenir à renverser ce qui se passe. Ça veut dire que les organisations de défense des enfants, les organisations de la société civile qui militent pour, je sais pas, changement climatique et tout ce qui va avec, qu'on s'unisse pour dire non. Les perspectives de la loi 347-1 restent incertaines. Elles pourraient être maintenues, amendées ou abrogées. Mais une chose est sûre, le débat est lancé. Et dans ce débat, chaque voix compte. Nous pensons qu'il faut continuer le plaidoyer, continuer à former les acteurs clés, les décideurs,
pour que ces personnes puissent vraiment prendre conscience de ce qui se passe, de l'impact de la discrimination de cette population et des effets pervers que cela a non seulement sur cette population, mais encore une fois de plus sur la population générale. Donc c'est ça le premier axe, continuer le plaidoyer. Deuxième axe, intensifier les services spécifiques à ces personnes-là. Donc il faut multiplier les services de santé mentale, les services liés au VIH, les services sociaux, les services de prise en charge de violences fondées sur le genre ou l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Je crois qu'il faut intensifier ces services-là. Et pour finir, je pense qu'il faut continuer à encourager les initiatives qui visent à rendre notre société plus inclusive. Nous allons continuer à travailler auprès de cette communauté. Nous allons continuer à mobiliser et à éduquer l'opinion nationale parce que le prétexte que les politiciens évoquent, c'est que l'opinion n'est pas prête. Nous allons continuer à éduquer les masses populaires. Nous allons continuer à donner de la dignité à toutes ces personnes. Et pour conclure, il faut rappeler aux personnes que l'apartheid était légal, l'esclavage était légal, la ségrégation était légale, mais ce n'était pas pourtant juste. C'est la même chose avec cette loi au Cameroun. Merci. Donc voilà, aujourd'hui, vraiment, je recommande à la société civile à être unie, peu importe le domaine d'intervention, les partenaires à accompagner les personnes terrain, à accompagner les structures en fonction de leurs besoins, de leurs réclamations et surtout de leurs désirs. Et impliquer le féminisme dans tout, parce que ce monde ne pourra être en paix que si les femmes sont réellement impliquées. Peu importe ce qu'on fera, tant que les femmes ne s'impliqueront pas, ça ne marchera pas. Ça a été prouvé. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que 2025, on lutte encore contre le VIH en partageant des préservatifs masculins. Les préservatifs féminins ont été ratés. Vous vous rendez compte, on partage des préservatifs masculins, tandis que les femmes sèchent depuis l'aube des temps, on n'a jamais partagé des Phytex. Vous voyez à quel point il y a du 2 poids 2 mesures et tout le monde est calme avec ça. Tout le monde est tranquille. On fait comme si c'était un non-lieu. Impliquons les femmes. Travaillons d'arrache-pied, travaillons en commun. Et ma foi, cette loi, elle sera brisée un jour. Je suis très déçue d'elle et je ne cesserai pas de travailler pour qu'un jour, on en arrive à vraiment libéraliser ces personnes-là, qu'elles se sentent libres. On a besoin de cette liberté pour pouvoir construire cette nation qui est la nôtre tous. Je vous remercie. L'amélioration de la loi, je ne vois pas dans quel sens ça peut être fait. Sauf si on nous dit aujourd'hui que bon, il y a une loi qui existe où les LGBT auront, je ne sais pas trop quoi, 100 000 par jour parce qu'on est LGBT. Ça, pour moi, c'est une amélioration. Je dis ça, je dis n'importe quoi. Mais l'abolir, pourquoi l'abolir? Parce que si on l'abolissait maintenant, ça permettrait aux personnes issues des communautés qui sont même LGBT je vais parler sur le plan de la santé, d'accéder aux services de santé de la façon la plus simple possible, en ne déclinant pas forcément leur identité sexuelle. Je m'explique. Jusqu'aujourd'hui, depuis 10 ans, il y a des personnes qui refusent catégoriquement d'aller que ce soit dans les hôpitaux, de venir dans des formations sanitaires comme les nôtres, venir dans des OBC comme les nôtres, parce que d'un côté ou de l'autre, on saura directement l'orientation sexuelle. Ce qui fait qu'on a encore beaucoup de personnes qui sont dans des quartiers qui ne connaissent pas leur statut sérologique, que ce soit en termes de VIH, que ce soit en termes d'hépatite, que ce soit en termes de tuberculose, ils ne le connaissent pas. Et ça fait que nos enfants, nos petites soeurs, nos petits frères qui restent dans des quartiers, qui ont des rapports avec ces personnes-là, c'est un cycle vicieux, ça ne va jamais se fermer tant que cette loi-là est. Ça, c'est bon. En deuxième lieu, abolir cette loi-là nous permettra à nous-mêmes, société civile camerounaise, de pouvoir mieux nous l'expliquer et pouvoir mieux sensibiliser la population. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut sensibiliser les gens sur ce phénomène-là, entre guillemets, comme il l'appelle, c'est direct, on est pris pour homosexuel, même si on n'est pas issu de la communauté. Et ça permettra aussi de laisser libre cours aux gens de prendre position sur des questions qui ne sont pas, facilement liées à l'homosexualité. Je prends un exemple aujourd'hui.
Nous sommes à l'aube des élections. Aujourd'hui, le sujet de l'actualité, ce n'est même pas qui va être président ou bien comment est-ce que le Cameroun va fonctionner des années plus tard. C'est de savoir si un tel ou un autre candidat est pour l'homosexualité. Chose qui est tout à fait stupide parce que après, si un candidat est contre l'homosexualité, qu'après il prenne le pouvoir et que le Cameroun s'empire, qu'est-ce que l'homosexualité aura fait à l'intérieur? Rien du tout. Donc, ce n'est qu'un sujet qui tend à divertir les foules par les politiques et à divertir les communautés, quand je dis communauté, la société, par les opposants drastiques de tout ce qui est homosexualité. Pourtant, le Cameroun, un pays comme le nôtre, a besoin de tout le monde. Si vous voyez aujourd'hui, les communautés LGBT ne sont pas peut-être ouvertes au Cameroun, mais les communautés LGBT font beaucoup pour ce pays, comme dans tout autre pays d'ailleurs. Donc, le fait d'avoir ce genre de loi-là bloque non seulement l'émergence même du Cameroun, ça je le dis à haute intelligence, mais aussi le quotidien des personnes au sein de notre pays. Donc, il faudrait que cette loi-là parte et qu'on voit ce que les gens sont capables de faire, hormis de par leur nature ou bien leur orientation sexuelle, qui n'est qu'un seul pan, je dirais 1% de ce qu'un être humain constitué peut faire de ses journées et même de son intellect. L'article 347-1 du Code pénal camerounais n'est pas qu'un test de loi. C'est un miroir de notre société, de ses peurs, de ses croyances, de ses silences. Il façonne des vies, des destins, des exclusions. Il enferme l'intimité dans le cadre étroit du châtiment. Mais au fil de ce documentaire, une vérité s'impose. Derrière chaque chiffre, chaque procès, chaque stigmate, il y a des êtres humains. Des hommes, des femmes, des jeunes qui aspirent simplement à vivre, à aimer, à exister. La justice ne peut ignorer la dignité. La santé ne peut se construire dans la peur. Et la société ne peut progresser sans dialogue, sans écoute, sans courage. La loi 347-1 est aujourd'hui un point de fracture, mais elle peut devenir un point de départ vers une société plus juste, plus inclusive, plus humaine. Car au-delà des codes et des articles, il y a une question essentielle. Quelle société voulons-nous bâtir? Une société qui condamne l'amour ou une société qui le protège? Le choix appartient à chacun. Et l'avenir, lui, commence maintenant.